Très heureux de vous savoir toujours nombreux dans cette émission Regard Social consacrée au débat dont le thème du jour est le chômage grandissant en Afrique. Le chômage grandissant en Afrique, causes et solutions. Et pour débattre de ce thème, aujourd'hui, nous recevons pour vous autour de ce plateau deux invités, Dr Messi Martin. Il est statisticien, il est directeur de programme de certification professionnelle et académique au ANAM International. Bonjour et merci de répondre à notre invitation, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Et à ma droite, nous avons monsieur Dedo Venoué, il est psychologue de travail et des organisations, assistant GRH à IAOC. Merci, monsieur, d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Le thème du jour, comme je viens de le dire, chômage grandissant en Afrique. Aujourd'hui, l'expression chômage est galvaudée. Beaucoup de personnes essaient quand même de donner une définition à ce thème. Comment est-ce que vous comprenez et qui aujourd'hui nous pouvons appeler chômeur? Oui, ça c'est très intéressant. Le terme chômeur aujourd'hui définit quelqu'un qui est dans l'inactivité, dans le plan professionnel, quelqu'un qui n'est pas probablement enregistré dans le registre c'est-à-dire de ceux qui sont employés, soit par le privé, soit par l'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, cela aussi a connu une évolution. Oui. Oui, parce que face à l'auto-emploi, oui, face au dynamisme de création d'emplois, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de chômage est en reculant. Parce que aujourd'hui, on peut définir quelqu'un uniquement chômeur lorsque il ne bénéficie pas peut-être des allocations de sécurité sociale. Sinon, ça a pris une évolution. Ça a pris une évolution. Et M. Ledo, vous êtes psychologue du travail. Aujourd'hui, quand on parle du chômage en chômeur, qui peut-on vraiment attribuer l'expression chômeur? Alors, merci, c'est une très très belle question. Parce que cette définition est plus ou moins ambiguë. On ne peut pas dire ça, mais le commun des mortels se demande pourquoi, sur le plan statistique, quand les gouvernements ou bien quand les pays donnent le taux de chômeurs dans le pays, c'est très faible. Oui. Ils ne comprennent pas. Au fait, on se base très souvent sur la définition du BIT, le Bureau international du travail, qui, dans sa logique, depuis l'évolution de ces textes, entre 1897 et 2000, ils ont défini le statut de chômeur comme étant quelqu'un qui ne cherche pas réellement un travail. Étant donné qu'il y a un caractère ou bien des activités spécifiques à un chercheur d'emploi. Donc, ils ont pour identifier les chômeurs dans un pays, ils se sont basés sur, ou bien se basent toujours sur une semaine, dite semaine de référence. Donc c'est dans cette semaine-là qu'une recherche ou bien une enquête est appliquée. Et on essaie de voir sur 6 points si la personne répond ou non. Parce que quand on prend quelqu'un qui est chômeur, premièrement, c'est que la personne se rapproche des institutions de l'État qui offrent du travail. Exemple de l'ANPE. Cette personne peut également se rapprocher des privés. On peut parler des intérims. Ou bien cette personne lit la presse du côté des offres d'emploi. Ou bien tout ce qu'il trouve en rapport avec l'emploi, il lit. Ou bien encore que cette personne envoie des demandes d'emploi ou bien demandes de stage, etc. Maintenant, quand dans cette semaine-là, dite semaine de référence, et on applique ces questionnaires aux dites chômeurs, on s'en rend compte qu'il y en a qui vraiment ne font pas, n'ont pas ce genre de comportement, qui dit qu'ils sont chômeurs. C'est pour cela que quand vous voyez par exemple l'enquête CAP du Togo, l'enquête CAP, ça a été menée en 2013-2017. En 2011, ils avaient dit le taux de chômage au Togo est égal à 6,51.
vous et moi, vous savez bien que c'est pas ça réellement. Mais statistiquement, oui, c'est vrai. Parce que quand on prend les 6 points du programme de la BIT et du Bureau international du travail, oui, ils ne sont pas chômeurs. Donc réellement, le taux de chômage est il faut une définition spécifique pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Oui, il y a beaucoup de personnes, monsieur Messi, il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui qu'une personne qui a des sources de revenus, on ne pourra pas l'appeler chômeur même s'il n'a pas un emploi fixe. Est-ce que vous partagez cette manière de penser? Oui, bon, comme vous savez, nous évoluons dans le cas du chômage, on évolue à base des indices. Oui. Vous savez, des indices, si on part par rapport au PIB, et aussi par rapport à d'autres facteurs que je vous développerai plus grand. Lorsque le PIB par individu n'est pas à l'équivalence réelle, bon, celui qui touche un PIB inférieur à ça, je pense que pour le Togo c'est autour de $600 ou bien, voilà, peut être déclaré comme quelqu'un en manque de revenus. Je pense que c'est l'élément qu'il faut voir. Maintenant, s'il faut l'observer en termes de prestations, d'activités, évidemment, sur ce point-là, tous ceux qui ont leur activité manuelle, professionnelle ou privée, qui n'est pas répertoriée, ne sont pas nécessairement des chômeurs. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Nous avons nos mécaniciens. Vous voyez, il quitte chez lui, il va travailler. C'est parce qu'il n'est pas répertorié, on ne connaît pas son PIB. Peut-être ce qu'il gagne, on ne connaît pas. Mais à ce stade, celui-là est répertorié comme un chômeur. Parce que l'indice qu'il présente, l'indice répertorié par rapport aux 6 points, indique qu'il n'appartient pas à la catégorie. Mais il fonctionne normalement. Vous voyez, il gagne sa vie avec son métier, mais c'est parce qu'il n'est pas répertorié, c'est parce qu'il n'est pas listé parmi les indices d'appréciation du BIT qu'il est déclassé. Donc, il faudra un peu faire attention aujourd'hui par rapport à l'approche qu'on donne à ça. Nous avons des individus qui s'auto-emploient, qui gagnent des sources de revenus, qui ne sont pas référenciables. Ceux-là, aujourd'hui, il va falloir faire un autre travail d'évaluation pour pouvoir les reclasser. Et cela aura un impact sur les indices qu'on nous donne aujourd'hui sur les taux de chômage. Parce que tout n'est pas pris en compte. Ok, M. Dedo, aujourd'hui, il est réel, le chômage, c'est comme une maladie, si je peux le dire entre griffes, chez nous en Afrique. C'est vrai que partout dans le monde, on ne peut pas se dédouaner que le chômage n'existe pas, mais comment peut-on expliquer quelles sont les causes fondamentales liées au chômage aujourd'hui qui fait que beaucoup de jeunes, plus ou moins, sont à la recherche, mais demeurent au chômage? Quelles sont les causes? Alors, merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir sur l'intervention de mon collègue. J'ai trouvé ces idées très très intéressantes. Je voulais compléter en disant que, au fait, quand on prend quelqu'un qui est conducteur de moto, la personne va dire: j'ai un master à l'université, je n'ai pas trouvé du travail. Exactement. Là, il va dire qu'il est chômeur. Alors qu'au fait, sur les 6 points, il n'est pas chômeur. Parce que chaque jour, il se lève, comme il a dit, il se lève et il travaille. Mais lui, il va dire: je suis chômeur. Au fait, il faut mettre la différence entre être chômeur et être sous-exploité, c'est-à-dire le sous-emploi. C'est ça. Donc, il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous ne faites pas le travail d'ingénieur que vous êtes chômeur. Non. Parfait. Voilà. Donc, il y a une différence entre les deux. Et c'est la plupart du temps ce que les gens ne comprennent pas. Et quand on dit le taux de chômage dans tel pays est de tel, on dit non, que c'est quel calcul ils ont fait, que c'est pas vrai. Au fait, c'est ça. Bon, maintenant, je reviens à votre question, les causes. Vraiment, il y a plusieurs causes. Vraiment plusieurs causes. Premièrement, moi, je vais toucher l'aspect politique et économique. Parce que quand nous partons de l'indépendance, au départ, les pays avaient une politique nationaliste, c'est-à-dire c'est l'État qui donnait du travail. La plupart du temps, c'est que les gens travaillent pour la fonction publique au départ.
Et à un moment donné, l'État n'arrivait plus à absorber tous ces diplômés et autres. Et c'est à partir de là qu'on a commencé par promouvoir, déjà à privatiser et également à encourager l'aspect privé de l'initiative. Là, c'est l'aspect politico-économique. Maintenant, le second point, selon des études, il y a également l'aspect démographique. Yeah. Parce que quand nous prenons des études effectuées, la population de l'Afrique, par exemple, a évolué, disons, plus ou moins 21% à un délai donné. Mais au même moment, l'emploi également, il y a eu des emplois jusqu'à 23%. Mais concrètement, quand on voit les chiffres en termes de population, et la population avait augmenté de 96 millions de personnes, alors que l'emploi était de 50 et quelques millions. Ce qui fait qu'il y a vraiment une différence, sans oublier que chaque année, près de 18 millions de jeunes diplômés rentraient dans le marché du travail. Oui. Ils cherchaient du travail. Oui. Donc, il faut vraiment beaucoup plus d'emplois pour absorber tout le monde. Ce qui fait qu'il y a un problème de population. Oui. Bon, il y a d'autres économies qui nous diront que, au fait, la population devait être des atouts, mais sur ce plan-là, c'est un peu mitigé. Il y a... Je dirais plutôt que lorsqu'on veut aujourd'hui, en 2019, positionner le problème de chômage, les facteurs d'évaluation qui étaient pris en compte, c'est-à-dire avoir un métier et enregistrer, ce sont des facteurs aujourd'hui qui peuvent porter d'autres questions. Je prends un exemple. Si vous prenez notre grand marché, vous voyez le nombre de personnes qui y vont pour vendre. Vous connaissez la puissance économique du grand marché, ce que je l'ai. Mais vous voyez que le budget, l'économie que cela génère n'est pas une économie répertoriée. Oui. Donc, un secteur informel, mais dont des gens ont c'est-à-dire une chronologie de vie. Il y a des gens qui vendent au marché depuis 30 ans. Oui, bien sûr. Et qui ont un indice de bien-être qui est supérieur à ceux qui travaillent dans la fonction publique et qui sont dits non chômeurs. Oui, qui sont des employés. Qui sont des employés, effectivement. Donc, aujourd'hui, le manque de répertoriage fait en sorte que lorsque on veut évaluer l'indice de ceux qui, au niveau du ministère du Travail, qui sont immatriculés comme employés, ce taux va forcément être faible parce que lorsque vous prenez le nombre de gens en activité au grand marché de Lomé, vous voyez ce que ça donne, vous voyez ce que ça génère comme en termes de devises. Et cela, le fait que cela ne soit pas inclus dans le répertoire national des activités professionnelles ou économiques, ces personnes-là fonctionnent comme, entre guillemets, des chômeurs. Mais voyez ces chômeurs nantis. Je ne sais pas si je peux utiliser ces termes. Donc, il y a aujourd'hui ce problème de classification, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui vendent au grand marché depuis 30 ans, 40 ans, c'est vraiment des chômeurs? Moi, je dirais non. Je dirais non. Hein? Là, à ce niveau, ceux qui travaillent au port et qu'à travers leur activité informelle, ont pu acquérir aujourd'hui des biens immobiliers, est-ce que ceux-là, le fait qu'ils ne sont pas immatriculés, on peut encore les appeler chômeurs? Les vendeurs des voitures d'occasion, qui importent, il y a juste un problème de redéfinition, n'est-ce pas, des aspects à considérer et les loger pour que nous puissions réellement mieux attribuer les causes du chômage. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut trouver les causes du chômage, moi je ne suis pas trop sûr que c'est le manque d'emploi. Parce que ceux qui vendent au marché, c'est un emploi. Ceux qui vendent au port, c'est un emploi. Mais
je ne sais pas, administrativement, c'est des gens qu'on appelle des chômeurs. Mais lorsque vous regardez leur indice de bien-être, ils sont peut-être mieux portants que ceux qui ont des responsabilités sociopolitiques dans des ministères. Donc, le problème de chômage aujourd'hui, c'est un problème de redéfinition. Il faut redéfinir c'est-à-dire le cadre environnemental. Qui est chômeur? Si c'est celui qui conduit une activité génératrice de revenus ou bien qui travaille, là, je pense que ça va beaucoup évoluer. Si c'est celui qui n'est pas dans un bureau administratif et qui ne bénéficie pas d'une sécurité sociale, bien d'une immatriculation sociale, là, il faudra qu'on redéfinisse. Parce que les jeunes aujourd'hui peuvent sortir des écoles et décider de ne pas aller travailler à la fonction publique. Prendre peut-être le relais d'une importation de tissus que les parents ont fait depuis 30 ans. Et lui, il continue ce processus héréditaire et ils vont continuer à mener ce train de vie. Donc, est-ce que celui-là peut être déclaré comme un voilà, donc le problème de chômage aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un manque d'emploi. Voilà. Oui, il va falloir que nous voyons dans le panier comment on peut le classer. Monsieur Dedo, je pense, quoi qu'on dise, vous voulez ajouter un mot justement, parce que si nous voulons, comme il a dit, identifier les causes, les causes du chômage, il y a vraiment plusieurs causes. Comme je l'ai dit, il y a l'aspect sociopolitique et économique du terme. Il y a également la démographie qu'on peut citer, mais entre autres, il y a l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. Il y a également ça, parce que les centres de formation, aujourd'hui, la plupart du temps, on se rend compte que les formations proposées ne cadrent pas réellement avec le milieu du travail. Ce qui fait que les jeunes sortent, mais ils ne s'adaptent pas, ne s'intègrent pas. Au-delà de ça, il y a une sorte de discrimination. Il y a un autre point des causes, il y a une sorte de discrimination qui fait que les entreprises ont beaucoup plus envie de prendre des gens qui ont déjà de l'expérience. Alors que... on dit 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. C'est ça. Et beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui la question de savoir, il faut toujours avoir une opportunité avant de gagner en termes d'expérience. Voilà. Donc, il faut aller au-delà. Je pense que, comme il le dit, on peut aller au-delà. Aujourd'hui, à travers, par exemple, les programmes que nous pilotons dans le monde entier, les programmes de certification, ces programmes ont ces curricula conçus selon la définition professionnelle du travail. Lorsque vous optez pour une certification, c'est en quelque sorte dire je m'en vais apprendre le travail. Vous voyez, avant on allait à l'école. Ce n'est pas pour apprendre le travail, c'est pour apprendre les cours. Lorsque nous, dans les programmes que nous dirigeons et qui ont définition d'activité professionnelle directe, lorsque vous prenez un programme comme le marketing, dans le programme de marketing, tout ce qui est vente, tout ce qui est clientèle, y est conçu dans le programme. Vous obtenez cette certification, je me demande est-ce que vous n'avez pas forcément réduit votre, entre griffes, expérience, parce que ce que vous connaissez, c'est ce qui est perpétué dans le monde de la vente, dans le monde... Donc, les définitions de nos programmes d'enseignement doivent être seulement corrélées avec les options professionnelles qui s'offrent à nous. Si vous voulez être, je prends juste un exemple, un manager, les programmes de gestion, aujourd'hui, dans les programmes que nous dirigeons, sont à 100% conçus pour le management, pour la gestion. Vous n'aurez pas à aller apprendre des choses que vous n'allez pas trouver dans l'exercice. Donc, je pense que, entre-temps, nous n'avons pas cette perspective-là de directement cerner est-ce que je vais avoir un diplôme ou bien je vais travailler.
Aujourd'hui, il y a cette question qui se pose. Tu peux avoir un diplôme, mais tu ne travailles pas. Ouais, alors, pour travailler, il faut montrer des compétences. Oui. Et ces compétences, c'est dans les programmes de certification qui sont aussi des programmes d'enseignement, mais à titre professionnel. Oui, mais M. Monsieur Dedo était en train d'évoquer ce sujet tout à l'heure. Est-ce que parmi les causes, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs analystes dans le monde qui estiment aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre entre la question d'emploi et la question de compétences? Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, on peut dire que les universités ou le système éducatif, même beaucoup plus dans les pays francophones, ont atteint leurs limites? Non, mais vous voyez, c'est un problème qui s'observe et dont la rémédiance n'est pas apportée. Ça fait pratiquement 20 ans où je peux vous dire que les cours de nos universités n'ont pas changé. Oui. Vous voyez? Oui. Et tout le monde est informé de cette réalité-là. Mais la rémédiance, est-ce qu'il y a eu l'introduction des nouveaux concepts? Oui. Ça, c'est là où nous sommes tous arrêtés. Oui, mais avant peut-être, je crois que là, vous êtes en train d'aborder la question des solutions liées donc à ce problème. Bien sûr, parce que il faut aller aux solutions, oui. Parce que le chômage ne va pas être défini toujours comme ce manque de compétences. Oui. Avant, on nous faisait... Non, les gens qui vont se battre, qui vont se débrouiller, moi je dis, ce ne sont pas des chômeurs parce que, premièrement, ils ont cette motivation de faire ce qu'ils font, oui. Et ils le font tellement assez sérieusement dans la discipline que si ces gens-là, avec ces compétences qu'ils ont acquises dans leur milieu, ils appliquaient cela dans les prestations quotidiennes dans nos administrations, vous allez voir, nous aurons un taux de rendement de prestations assez élevé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, celui qui gère sa propre entreprise développe une méthodologie disciplinaire, oui. Que celui qui travaille dans une administration, qui est DG peut-être d'une direction, oui. Où il n'y a pas cette discipline qui sait s'auto-appliquer parce qu'il est nommé. Nous revenons à vous, mais M. Dido, aujourd'hui, en écoutant monsieur Messi parler, là, il est beaucoup plus dans le cas de ceux qui sont en train de travailler pour leur propre compte, ou plus ou moins qui sont dans l'informel, peut-être qu'on va y revenir. Mais pour vous, particulièrement aujourd'hui, tous ces jeunes qui sortent dans nos grandes universités, puisque l'Afrique aujourd'hui en a tellement d'universités privées comme publiques, est-ce qu'il y a un sérieux problème? Vous êtes un psychologue du travail, beaucoup plus encore dans une université déjà connue en Afrique comme l'IFC. Est-ce qu'il y a une inadéquation entre l'emploi et la compétence aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. C'est évident, hein, dans toutes les universités, le problème là se pose. Parce que actualiser tout un programme pendant toute une année, c'est lourd. Et les universités, notamment IAEC, s'efforcent à modifier, à l'adapter. Je voulais préciser le fait que tous ceux qui travaillent, par exemple, au grand marché, ne peuvent pas être classés dans la catégorie des chômeurs, oui. Quel que soit ce qu'ils font comme boulot. Okay. Parce que on pourrait parler du sous-emploi, mais ils ne sont pas des chômeurs. Mais nous parlons de ceux-là qui sont réellement des chômeurs, oui. Et qui sont classés par rapport aux 6 points du Bureau international du travail. Okay. Maintenant, un autre côté, c'est le problème d'entrepreneuriat. Parce que la plupart du temps, quand vous allez, j'ai beaucoup travaillé avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, notamment le centre d'enseignement d'orientation, et quand vous allez dans les lycées, dans les collèges et dans les lycées, et vous posez la question aux jeunes, et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Toujours, c'est de travailler pour quelqu'un. Voyez-vous, ils ont toujours la réponse là qui dit je veux travailler ici, je veux travailler là-bas, mais la plupart du temps, nous on aimerait entendre je veux créer mon entreprise, je veux faire ceci. Ce qui fait que quelqu'un qui crée son entreprise ne sera jamais chômeur. Ça, c'est évident. Oui. Voyez-vous, donc il y a manque d'initiative en termes d'entrepreneuriat. On va en discuter plus tard. Oui. Justement, il y a beaucoup de programmes qui encouragent maintenant l'entrepreneuriat. Maintenant, en fin de compte, moi je voulais ajouter par rapport aux causes, et on pourrait également identifier l'aspect discrimination, comme je l'ai dit, mais également les manques de moyens.
Parce qu'il y en a qui peuvent faire mieux, mais ils se disent il n'y a pas les moyens pour apprendre à faire quelque chose. Et quand on sera sur le côté solution, on va en discuter. Peut-être c'est d'avoir une législation qui encourage, qui facilite, qui se penche sur les problèmes des jeunes sur le plan du chômage. Je voulais ajouter juste par rapport à, pour illuminer un peu ce que nous disons. Vous voyez, les plus grandes fortunes africaines ne sont pas des fonctionnaires. C'est ça. Les plus grandes fortunes africaines, c'est des autodidactes. Je peux même dire dans le monde. Je n'ai jamais vu un fortuné qui est fonctionnaire. Moi, j'ai jamais vu. Bon, donc, voilà un chemin, une incitation, même à définir, à prendre en compte, se dire, si on veut briser les barrières de l'employabilité, je pense que cela ne réside pas dans l'administration. Vous voyez? Parce que si il faut répondre aux besoins humains, les besoins vitaux, les 6 points du but, est-ce que réellement il faut être dans la fonction publique? Parce que c'est assez clair. Aujourd'hui, la plus grande fortune africaine, entre guillemets, peut-être je peux me tromper, Aliko Dangote, n'a jamais fait un ministère, n'a jamais fait un bureau. Est-ce que, en regardant le cheminement de ce monsieur, vous n'allez pas voir en ça quelqu'un qui a défié ce chômage? Oui, mais en même temps, à cette question, beaucoup de jeunes aujourd'hui se demandent. Aujourd'hui, nous parlons de Bill Gates, Mark Zuckerberg, tout ça là, qui sont des très grands fortunés tout dans le monde. Mais est-ce que les conditions, là nous sommes dans un contexte africain, est-ce que les conditions, l'environnement même est favorable à tous ces jeunes-là d'émerger, je ne sais pas, plus ou moins... Lorsqu'on prend les 50 meilleurs fortunés d'Afrique, si vous regardez très bien, les 30 premiers sont des anglophones. Donc, géolocalisons les choses telles qu'ils se font. Et ça dit que les anglophones ont un cerveau différent de nôtre. Et ça dit que les anglophones ont un besoin. Je pense que au niveau, dans la culture anglophone, que je connais à peu près très bien, c'est que le désir est donné très très tôt à un enfant d'entreprendre. Très très tôt. Vous comprenez? Ouais, l'enfant ne cible pas. Si vous rentrez dans une classe anglophone, qu'est-ce que je veux devenir? Vous allez voir très peu qui vont vous dire, je vais être au ministère des Affaires étrangères. Non. Ils sont très fiers de dire, je vais être fermier, je vais être cultivateur, je vais élever les poules, je vais... Une orientation axée sur une motivation entrepreneuriale. Et de cela, nous voyons que cela émerge parce que ces gens, les 30 premiers fortunés, sont des gens qui se sont faits à base de cette motivation tout petit. Parce qu'il faut vraiment être endurant. Alors, lorsque vous regardez la mentalité francophone, où c'est comme s'il y a un refus catégorique de s'auto-employer, c'est-à-dire d'entreprendre. Il y a un refus. C'est comme si c'est pédagogique. On te dit dans la base... Il nous le dira tout à l'heure si c'est réellement... Voilà, pédagogiquement, écoute, c'est-à-dire entreprendre, c'est un frein. Mais on voit aujourd'hui que ceux qui ont entrepris, c'est ceux qui ont brisé aujourd'hui le mythe de bien-être. Est-ce que ce n'est pas un exemple à suivre? Est-ce que ce n'est pas une innovation à apporter aujourd'hui, très tôt, à nos enfants qui, dès l'école, qui pensent que très tôt ils disent, oh, je vais être comme papa. Alors que papa, papa est un fonctionnaire à 6 chiffres. Mais il ne se définit pas que, mais écoute, est-ce que tu sais combien de chiffres papa a à la fin du mois? Ça fait 6 chiffres. Mais très peu vont te dire, ah non, je veux être un grand homme d'affaires. Je veux... Voilà les choses où je pense que si la partie francophone incitait plus la formation vers l'entrepreneuriat, vers la motivation de devenir, je pense qu'on serait parmi les 30 fortunés d'Afrique aussi. Nous serons parmi les 30 fortunés d'Afrique. Je crois que
c'est le souhait de tout le monde ici et c'est la raison pour laquelle cette émission elle est là. Mais Monsieur Dedo, aujourd'hui nous parlons de l'Afrique francophone. Monsieur Messi vient de le dire. On a envie d'être dans de belles vestes, chômeur ou pas, bien cravaté et tout, chaussures cirées, avec un sac à la main. Mais tu sors, tu reviens. Il suffit de dire que quand on te voit déjà en veste, si tu n'es pas en veste, tu n'es pas considéré. Cette mentalité, c'est vrai que nous allons aborder les solutions, mais est-ce que c'est lié au système éducatif? Cette mentalité, comment est-ce qu'elle a été instaurée sur le continent, beaucoup plus en Afrique francophone? Oui, je suis totalement d'accord avec Monsieur Messi. Et, il y a 2 points qu'il faut identifier dans ce problème de chômage. Premièrement, c'est le fait que l'éducation à la base décourage ou bien n'informe pas assez sur l'entrepreneuriat. Okay. Parce que quand vous prenez un élève de 3e, son langage différent, vous prenez quelqu'un qui vient d'avoir le bac ou bien quelqu'un qui vient d'avoir la licence et vous lui dites, vous avez votre entreprise, vous lui dites, je te prends pour 50 000 francs par mois ou bien je te donne 5 millions pour que toi-même tu crées ton entreprise. Je vous dis que la plupart vont dire, je vais plutôt prendre les 50 000 par mois que vous allez me payer chaque mois. Que son avenir est assuré, que de prendre 5 millions et initier son propre projet. Okay. C'est bizarre. Oui. Quand tu analyses bien, c'est vraiment très très bizarre. C'est un problème d'éducation. Comme il a dit, il faudrait que nous revoyions le système et promouvoir l'entrepreneuriat. Okay. Maintenant, le second point, c'est l'orientation. Quand vous prenez nos écoles, la plupart sont dans des filières, dans des séries qui ne cadrent pas avec leur projet. Ça, c'est un. Secondo, quand vous prenez quelqu'un qui vient d'avoir le bac et que vous lui demandez qu'est-ce qu'il va faire, la plupart ne savent pas. Et d'autres suivent tout simplement leur ami ou bien papa a fait tel, je suis papa. Alors que quand nous prenons l'Agence nationale pour l'emploi, cette agence a énuméré l'ANPE a énuméré des métiers porteurs. D'accord? Des métiers porteurs d'ici 5 à 10 ans. Et une formation dans ce domaine, c'est plus facile pour cette personne-là de s'intégrer ou bien de s'insérer sur le plan professionnel. Donc, moins de risque de chômage. Oui, voilà. Mais en même temps, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller avec sa passion, avec son esprit? Parce que beaucoup de personnes le disent aujourd'hui que vaut mieux d'aller avec ce que tu peux faire que de choisir un chemin qui semble être porteur, mais dont tu n'as pas la capacité. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je parlais de problème d'orientation. En fait, l'orientation, ça allie la capacité, c'est-à-dire les notes que la personne a depuis, peut-être, je ne sais pas, la seconde, première terminale, si c'est le nouveau bachelier, son centre d'intérêt, ce qu'il aime faire concrètement, d'accord, ses aptitudes, d'accord, et son goût, c'est-à-dire que c'est la personnalité même qui doit cadrer avec la formation. Ce qui fait que quand il sort, il est toujours motivé à trouver quelque chose dans le domaine ou bien à créer quelque chose dans le domaine. Mais quand la formation ne cadre pas avec la personnalité, c'est là qu'on voit des gens qui ont le diplôme, mais ils n'ont pas l'esprit d'initiative. Ils n'ont pas cette facilité-là de s'intégrer, de chercher réellement comme un chômeur. C'est également ces 2 points qu'il faut revoir. Moi, je vais plus loin, effectivement, en disant, comme il le disait tantôt, tout à l'heure, c'est concernant l'orientation. Je pense que nous ne sommes pas loin. Simplement, le manque d'ajout ou d'innovation dans nos perspectives d'orientation nous ont un peu plombés. Comme je le dis, très tôt, les programmes de certification ont des contenus qui diffèrent absolument des programmes de physique, de mathématiques, de biologie. Certification parle de audit, finance, comptabilité, banque, marketing, logistique, management. Vous voyez. C'est-à-dire que ces choses sont plus ou moins pratiques. Voilà. Lorsque vous voyez
la conception, c'est-à-dire la nomenclature des filières dans nos universités, je peux vous le garantir, il n'y a pas de définition systématique. Vous voyez, quand on dit FASEC, Faculté des sciences économiques et de gestion, on est encore dans un embrouille total. On est encore dans un embrouille total. Il n'y a pas un domaine de définition. Lorsque vous optez sur les certifications, vous êtes directement arrimé à, c'est-à-dire une définition professionnelle par rapport à ce que vous choisissez comme métier. Et je pense que c'est très bien fait. Dans les pays anglophones, ils allient les deux, c'est-à-dire certification, qu'ils considèrent aussi comme élément répondant à même pour être qualifié professionnellement. Je donne un exemple. Dans un pays anglophone, lorsque vous avez une licence en audit et que vous avez une certification en audit, ils vont vous dire que c'est la même chose. Ils diront même que celui qui a la certification en audit a même une avance, parce qu'il est sûr que le programme qu'il a suivi contient beaucoup d'éléments unitaires. Or, quand tu vas voir celui qui a eu le diplôme en audit, c'est sûr qu'il est allé faire des choses comme droit. C'est sûr qu'il est allé faire des concepts économiques qui n'étaient pas vraiment très très importants, mais qui étaient seulement des coefficients suivants. Or, ces choses-là, il pouvait densifier ça, faire son truc unitaire et être un cadre. Les certifications sont nivellées. Nous avons un problème d'appréciation dehors parce que, étant issus des systèmes généraux, nous pensons que avoir un doctorat n'a pas une équivalence dans les certifications. Dans les certifications, le doctorat correspond au niveau 8. Donc, on dit certification niveau 8. Vous savez que certification niveau 7, c'est au master. Certification niveau 6, c'est la licence. Donc, aujourd'hui, il faut simplement, la différence, c'est que dans les certifications, il y a la définition professionnelle unitaire. Quand vous faites finance en certification, vous n'allez jamais faire droit. Vous n'allez jamais faire quelque chose. Vous allez toujours faire les concepts financiers et vous allez évoluer niveau par niveau. Niveau par niveau. Nous n'avons pas beaucoup innové. Nous avons créé des ministères aujourd'hui qui égorgent direction de validation des diplômes et des certifications. Mais nous travaillons plus vers le concept diplôme, pas certification. Or, ces ministères, ces cadres ont bien vu. Ils se sont dit, attention, l'aspect certificatif nivelé peut nous être avantageux. Il est hors de question que mon enfant aille faire 12 matières en master à l'université, alors que dans sa certification de niveau 7, il n'a que apparemment 3 choses qu'il fait. Et il se densifie parce que c'est ça qu'il aura à montrer dans le monde du travail. Donc, cette orientation, il faut la niveler. Il faut très tôt revoir, redéfinir nos besoins académiques. Parce que aujourd'hui, c'est assez lucide. Les perspectives économiques qu'on nous impose n'arriment pas avec les besoins citoyens. Ça n'arrime pas. Oui, nous avons aujourd'hui des experts qui n'ont jamais, je ne sais pas, été directeurs des eaux. Non, il a fait 30 ans dans son pétrole, qu'il s'est battu à vendre, et il a développé, il maîtrise. Quand il vient te parler, je ne sais pas, même du pétrole, mais tu vas lui demander, mais tu as fait chimie? Mais non, parce que plus il a passé le temps à faire la chose, c'est plus pratique. Aujourd'hui, il est doué dedans. Je pense que cet éveil, c'est ça qui nous bloque. Oui, c'est ça qui nous bloque et c'est ça qui fait en sorte que le problème de l'orientation n'est pas assez élargi. Il est impératif que les enfants optent pour des options certifiantes qui sont directement professionnelles. Si ils veulent continuer avec leur diplôme, il n'y a aucun problème. Mais les certifications, parce que dans le diplôme, je ne sais pas, tu as 18 matières, mais c'est un diplôme que tu vas obtenir. Tu ne vas pas obtenir 18 diplômes. Une certification, si tu es en train de faire comptabilité, ce n'est que ça que tu feras.
c'est juste nivelé. Quand tu vas venir prendre le premier niveau, tu vas évoluer, tu vas arriver au niveau, oui, et qui va. Mais nous ne sommes pas, les choses ne sont pas dites comme ça, les choses ne sont pas présentées comme ça. Oui. Donc, chaque année, on achète 20 livres, 10 livres à nos enfants. Il n'a pas bien lu le français, il n'a pas bien lu l'histoire, il n'a pas bien. Enfin, ça embrouille un peu. Je pense que c'est alarmant ce que vous dites. Oui. Mais moi, je pense que le besoin de professionnalisation est là. Le besoin d'employabilité est là. L'employabilité, si l'État ne le donne pas, les gens l'ont. Les fortunés, mais ils n'ont pas travaillé, c'est des employables. Ils sont employés. Parfait. Je reviens peut-être à M. Nino qui forcément aussi va vendre des valeurs donc des universités qui sont là actuellement, qui font pas mal aussi de boulot sur le terrain. Mais la question qui demeure toujours dans l'esprit de beaucoup de jeunes, aujourd'hui en Afrique, nos premiers sources de revenus en tant que jeunes qui rentreront à l'université et tout, c'est les parents. Et la chose est telle que papa te dira, choisis ceci, fais cela. Parce que en faisant ça, c'est ce que j'ai fait, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et si tu ne veux pas le faire, alors débrouille-toi. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment arriver? C'est vrai, nous parlons d'orientation et tout, mais on a comme l'impression que les parents ont un rôle important dans le choix de leurs enfants, si nous voulons réellement rester toujours dans l'optique de l'éducation. Voilà. Alors, je suis très content d'être ici, d'accord, pour débattre de ce thème-là. Parce que j'ai, comment dirais-je, espoir qu'il y en a qui nous suivent réellement et qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour évoluer. Vous voyez, quand nous prenons les universités actuellement, la plupart acceptent les étudiants compte tenu de ce qu'ils ont dit qu'ils veulent faire. OK? Mais il y en a de ces universités comme la nôtre, l'Institut africain d'administration d'études commerciales, l'IAEC, il n'y a pas d'étudiant qui n'a pas été orienté très spécifiquement. Je réponds maintenant à votre question en disant que quand l'étudiant vient pour une inscription, on essaie d'identifier ce qu'il est capable de faire réellement, sa personnalité. Quel est le métier qui cadre avec sa personnalité? C'est là que mon collègue parlait de certification. Voyez-vous, les diplômes actuels, licence, master, doctorat, il va falloir choisir une filière avant d'évoluer dans ce système-là. Et il va falloir que la filière cadre avec soi. Maintenant, nous, depuis 2 ans déjà, nous avons créé un département d'orientation qui consiste à réellement écouter l'étudiant. Et quand l'étudiant a un choix qui est en adéquation ou bien qui ne répond pas aux objectifs des parents, on fait venir les parents. Et là, on discute avec l'étudiant. Après, on discute avec le parent. Et en troisième position, on est ensemble, nous trois, pour expliquer la nécessité pour l'étudiant d'être dans une formation qu'il aura choisie et non dans une formation que le parent aura choisie. C'est pas parce que c'est le parent qui dépense de l'argent, mais c'est pas le parent qui va être sur les bancs et apprendre chaque jour. Mais concrètement, si le parent refuse? Non, je vous comprends, mais la plupart du temps, c'est que les parents n'ont pas compris la nécessité que la filière ou bien le métier répond à la personnalité de leur enfant. Une fois que, parce que l'orientation, c'est pas seulement la parole, c'est une application, c'est pratique. Il y a l'étude des bulletins, d'accord? Il y a les tests psychotechniques, il y a les questionnaires d'intérêt professionnel. Tout ça là ensemble, ça prouve aux parents avec des résultats. C'est pas de la parole, c'est pas qu'on discute seulement avec le parent ou bien avec l'étudiant. On montre par A plus B il y a des preuves devant lui. Voilà, que la filière là, que le métier là cadre le mieux avec votre enfant. Voilà les preuves. Et vous-même, enfin le parent même,
la plupart du temps, les parents même témoignent qu'effectivement, à la maison, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Il se peut que quand notre ventilo ne marche plus, mais rapidement, il déboîte et il dit ce qui ne va pas, alors qu'il n'a pas fait ça. C'est là qu'on peut venir à la certification, voyez-vous. Donc, l'orientation et le problème d'inadéquation entre la filière choisie et la personnalité est de mise. Il faudrait aller au-delà, vraiment l'appliquer pour que ce problème de chômage également trouve une solution. Monsieur Messi, nous sommes en train d'aborder là déjà les solutions liées donc à cette question de chômage grandissant. Aujourd'hui, comment arriver à faire comprendre, je ne sais pas, à tous ces parents, à toutes ces personnes qui nous suivent donc dans cette émission que il faut quand même arriver à donner la chance. Il y a beaucoup qui sont des fortunés, comme vous venez de le dire, des fois qui n'ont même pas peut-être fréquenté. Et comment arriver à inculquer ça dans l'esprit de tous ces parents, de tout ce beau monde-là qui nous suivent, que donner la chance quand même aux jeunes de faire des choix en adéquation avec leur propre aspiration. Je vous jure, je peux répondre mieux à votre question. Je vous dis, l'idée de l'entrepreneuriat répond à deux choses. Okay. Il y a la perception et il y a les attentes. Dans ces deux formules, perception et attente, les parents sont situés dans la deuxième, c'est-à-dire attente. Ok. Vous voyez, cette table où nous sommes assis, je vous jure, si vous rentrez dans la genèse de cette table, c'est probablement quelqu'un qui s'est arrêté au CM1 qui l'a conçu. Mais aujourd'hui, cette table est ici, un lieu d'élite. On ne voit pas que... Mais ça, c'est un produit d'une perception. Oui. Cet enfant, s'il n'avait pas développé une envie d'être un menuisier, d'être un créateur, d'être quelqu'un qui a une passion sur concevoir des choses, il n'allait jamais. Parce que cette table-ci, on ne la fabrique pas si on n'a pas une passion. Ça, je vous l'ai dit. Donc, l'idée de la passion, c'est ça même qui met les parents absents. La passion de l'enfant, la passion de l'étudiant, où est-elle? On ne l'a jamais prise en compte. Lorsqu'on ne prend pas en compte la passion, on est désorienté. Oui, mais est-ce que c'est facile lorsqu'un enfant dit aujourd'hui je veux être un menuisier, être un mécanicien? Bon, vous savez... Oui, dans notre contexte, on se dit, mais à quoi est-ce que ça va finir? Voilà le temps qui nous rattrape. Oui. Mais ces choses n'étaient pas des sous-titres. C'est des choses aujourd'hui qui nous rattrapent. Être menuisier doit être un rêve. Être un électricien doit être un rêve. Mais voilà les choses qui nous rattrapent aujourd'hui, parce qu'on pensait qu'il y avait mieux. C'est être directeur de la BCAO. Ça là, c'est pas... Il n'y a aucun rêve dans ça. Mais excusez, je prends un exemple. Ouais, allez-y. Footballeur. Moi, je pense que ça doit être un rêve. Ouais. Celui qui a ce rêve-là, mais vous n'allez pas l'encourager à vivre de son rêve. Vous voyez aujourd'hui, tous les nantis vous disent, j'ai vécu mon rêve. Mais vous ne vous êtes jamais dit, mais dis donc, non, il a eu la solution à sa vie. Nous sommes là, nous sommes en train de chercher nos rêves. Oh, nous avons nos rêves à nous. Oui, moi, j'ai vécu mon rêve. Mon rêve, c'était d'être pilote. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui que le monde entier, à travers la statistique et les certifications, ont reconnu. Mais ce n'est pas tellement utilisé, c'est utilisé en Europe. Moi, c'était mon rêve. Combien de nos enfants nous encourageront à vivre leurs rêves? Quand tu le vois aujourd'hui aller au terrain de football, tu le traites de délinquant, que c'est un bandit. Il ne veut pas étudier. Oh, il n'est pas à l'aise dans c'est pas tout ça, il n'est pas à l'aise dedans. Investissons dans nos rêves. Voilà Monsieur Nedo, investissons dans nos rêves. C'est peut-être bon à dire, mais c'est peut-être la réalité, c'est ce qui est normal peut-être à apprendre ou à inculquer peut-être à tous ces parents, à tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Mais est-ce que c'est facile? En Afrique aujourd'hui, il y a peut-être 4 frères, 5 frères qui sont derrière toi et on voudrait que tu finisses vite avec je sais pas, à l'université et que tu trouves un petit truc. Tout le monde dit, trouve un petit truc et essaie de nous soulager avec tes parents, avec tes frères qui sont derrière. Que de parler de devenir à Adebayor, on te dira combien de Togolais sont devenus Adebayor. Allez-y. C'est vrai, vous avez raison, mais il y a un problème quand on explique la relation entre
la motivation de la personne et le fait de s'insérer professionnellement et d'éviter le chômage. Le choix est clair. C'est-à-dire qu'une personne qui est vraiment motivée dans un domaine donné, quel que soit le domaine, va exceller dans ce domaine-là. Là, qui décide d'être footballeur, qui décide d'être menuisier, qui décide d'être je ne sais quoi, quand il est motivé, ce n'est pas un problème de diplôme, c'est un problème de compétence. Oui, mais le temps, le temps aujourd'hui, monsieur Messi, le temps, jusqu'à quand la société africaine, elle est faite de telle manière que on va l'attendre jusqu'à quand pour qu'elle devienne, pour que son rêve se matérialise. Non, vous savez, au lieu de mettre en avant les perspectives de crainte, les perspectives de doute qui nous ont aujourd'hui limités, je pense que c'est le moment de briser ces barrières. Nous le savons, et comme vous et moi, que certaines choses, 59 ans plus tard, n'ont pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, à la 60e année, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour se dire, écoute, voilà comment mes enfants, je les ai gérés. Je les ai toujours poussés à me ramener des bulletins. Le bulletin n'a jamais été une garantie de travail. Ça, c'est très clair. Il est important maintenant que je redéfinisse. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, à 18 ans, mon enfant ait vraiment des sources de revenus qui lui permettent de se prendre en charge? Nous avons cette équation de crainte qui perdure 59 ans jusqu'à aujourd'hui, depuis les indépendances. Et on ne s'est jamais dit, la solution est aujourd'hui dans l'idée entrepreneuriale. Rendons même nos programmes académiques entrepreneuriables. Parce que tout est en stagnation. Si le président ne construit pas la route, il n'y a pas cette émulation. Il n'y a pas. Je ne pense pas qu'ailleurs, ailleurs, il y a des initiatives privées et qu'on accompagne. Mais nos sociétés, je vous dis, nous avons un petit problème social. Encourageons ici, maintenant, une redéfinition des perspectives pour les besoins des gens, de la population. Lorsque nous avons maintenu comme perspective que la fonction publique va te recruter, je vous jure, l'insatisfaction va perdurer. Ce problème dit de chômage entre griffes, ça va perdurer. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est excellent de voir les jeunes qui disent, moi je vais aller ramasser les poubelles tous les matins, par maison je prends 1000 francs. Je pense que ce jeune homme est en train d'apprendre. Dans 20 ans, ce jeune homme sera expert en environnement. Il va te dire que ton problème c'est quoi? Moi j'ai ramassé je connais même les plastiques. Donc, redéfinition vraiment très très bien quand je dis nos motivations, nos programmes, redéfinition. Parce que nous avons tout, mais le fait qu'on n'y touche pas, bon, on continue à fonctionner 59 ans après avec une structure qui nous régresse. Alors que nous avons vraiment tout. Monsieur Dido, nous sommes en train de parler des solutions. C'est pas, nous avons parlé de la question de l'orientation. Monsieur Messi vient de parler de la redéfinition totale peut-être du système, tout cela. Il a parlé aussi aujourd'hui de la question des certificats et tout, qui sont d'actualité, qui doivent vraiment être pris en compte de la nouvelle mentalité de toute cette génération, de tous ces parents qui nous suivent dans cette émission. Est-ce qu'il y a encore d'autres solutions, d'autres paramètres d'apport de solutions importantes pour pouvoir éradiquer la question du chômage? Alors, bien sûr. Et il faut vraiment l'appliquer. Et d'ailleurs, nous, à IAEC, nous avons commencé à l'appliquer pour résoudre ce problème. Et c'est très simple. Quand vous voyez un jeune, nous parlons des véritables chômeurs, un jeune qui vient d'avoir son diplôme, peut-être une licence, et il commence par chercher un travail. Il n'a pas appris à créer son travail, d'accord?
Disons que lui, depuis toujours, il a pour ambition de travailler pour quelqu'un. Oui. Donc, quand il va quelque part, on lui dit toujours, vous avez quelle expérience dans le domaine? Et le jeune dit, c'est maintenant que je viens d'avoir ma licence. Bien d'avoir mon master. On lui dit, bon, on va vous rappeler. Et on ne le rappelle jamais. Il est toujours chômeur. Donc, pour résoudre ce problème, nous avons décidé de mettre nos étudiants en stage depuis la première année. Ça veut dire que depuis la première année et chaque vacances, chaque étudiant, du moins la plupart, sont en stage. Et pour cela, jusqu'à ce que l'étudiant ait la licence, sur son CV, il y aura la partie expérience professionnelle qui lui permet de facilement trouver d'autres stages après son diplôme. Et même de commencer en même temps avec un contrat à durée déterminée avec juste son diplôme. Oui. Parce qu'il y a entre-temps, quand on l'appelle, dira en première année, j'ai fait telle charge ici, voilà ce que j'ai fait comme mission, voilà les objectifs assignés. En deuxième année, voilà. En troisième année, voilà. Donc, nous avons commencé par l'appliquer. Et nous avons vu que même avec ça, ceux qui sont actuellement en licence, ils sont des étudiants vraiment qui ont une mentalité qui diffère de ce qu'on avait avant. Vraiment catégoriquement différent. Et en plus de ça, la solution était également de former ou bien de montrer aux apprenants comment on rédige un CV, un vrai CV. Comment on écrit une lettre de motivation. Comment on écrit une lettre de demande. Voyez-vous. Et au-delà de ça, comment on rédige un projet dans le cadre de l'entrepreneuriat. Oui. Et tout cela, nous l'avons intégré à notre formation. Ce qui fait que nous sommes dit, nous allons entendre 5 ans, parce que déjà avec ceux qui sont en licence actuellement, leur mentalité, ça nous plaît beaucoup, mais nous disons, nous allons entendre 5 ans pour évaluer réellement et voir qu'est-ce que ça a donné. Mais déjà à mi-parcours, nous sommes satisfaits de cela. Maintenant, c'est de voir si l'État peut réellement accompagner et faciliter le stage ou bien l'idée entrepreneuriale des étudiants. Parce que moi je me concentre sur les étudiants parce qu'on peut toutefois aller en 4e, en 3e pour dire ceux qui n'ont pas le BEPC, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On peut toujours parler de ça. Maintenant, la solution pourrait être également de faciliter aux entreprises et sur le plan fiscal, peut-être la garantie de diminuer des taxes ou bien des impôts compte tenu du nombre de stagiaires pris en stage. On pourrait faire ça. Et ça facilite l'employabilité des jeunes. Wow. À cerner carrément le monde des affaires, tout ça là. Effectivement. On pourrait maintenant aller au-delà en parlant de... d'alternance, de formation en alternance. Ça veut dire l'étudiant est en même temps à l'école et en même temps en formation. C'est-à-dire sur le plan professionnel. Il fait peut-être 2 semaines dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est toute la classe qui va faire un stage de 2 semaines. Et quand on stoppe le cours pour 2 semaines, quand ils reviennent, le cours reprend. Et là, ils sont vraiment au parfum des réalités du terrain professionnel. Et ils posent des questions spécifiques. Ils ont déjà une idée de ce qu'ils doivent apprendre et ce qu'ils doivent vraiment développer en tant que pratique. Voilà quelques pistes de solutions, mais il y en a vraiment assez pour changer les choses. Mais il faut dire que le gouvernement essaie déjà de faire beaucoup. Je reconnais, mais on peut faire beaucoup plus. Réellement, on peut faire beaucoup plus. Et on remarque que même la législation ne facilite pas l'employabilité. On peut également aller vers ce domaine-là. Voilà. Monsieur, moi j'apprécie bien la démonstration faite par un collègue de l'UASC. Et si cela est vraiment mis en place, je pense qu'il faut perpétuer cela. Parce que, au moins dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, on constate que vraiment, il y a quelque chose de très très important qui est en train d'être généré. En complémentarité par rapport à ça, je dirais, vous voyez, nous sommes aujourd'hui
à la croisée des chemins. Oui. Voilà. L'exigence est là et les questions sont là. Voilà. Cette croisée des chemins, nous devons y apporter quelque chose de particulier, de singulier, ce qu'on ne faisait pas avant. Moi, je dis, tout ce qui peut être contributif pour que l'ordinaire devienne extraordinaire, il faudra qu'on l'inclue dans tout ce qui est comme croissance humaine. Je vais m'expliquer en profondeur en disant, par rapport à ce que l'IAEC est en train de faire, nous avons aujourd'hui le côté activité, comme il a illustré tout à l'heure, c'est-à-dire être sur le terrain pour avoir une alternance, telle qu'il a dit. Moi, je pense que c'est un besoin même immédiat. Il est tellement pressant parce que ce n'est que dans l'alternance qu'on va susciter les envies de motivation. Ce n'est que ça. La deuxième chose que je dirais, qui est peut-être innovateur, mais c'est des langues. C'est des langues. Oui, parce que les barrières linguistiques ont aussi été un frein. Ont été un frein. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la constitution des sociétés qui émergent, vous allez voir qu'il y a certaines langues qui ont plus d'opportunités. Est-ce que ce n'est pas un indicateur pour que nous fassions aussi un effort? Ouais. Moi, je me dis, les meilleures sociétés pourvoyeuses d'emploi ne parlent pas français. Moi, je vous le dis, les meilleures sociétés pourvoyeuses d'emploi vont toujours vous dire, écoutez, allez vers l'anglais, ou bien allez vers les Chinois, ou bien allez vers... Parce qu'aujourd'hui, regardons le monde. C'est ceux-là qui pilotent le monde. C'est ceux-là qui donnent des possibilités qui vous permettent de s'affirmer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la langue française vraiment peut te permettre d'être riche. Moi, je pose, c'est une question que je pose. Je ne suis pas contre la langue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une langue qui peut te permettre d'être riche financièrement. Non. Ça nous a... Tu peux être un bon pasteur avec la langue française. Mais je ne pense pas que tu peux être un bon mécanicien, tu peux être un bon ingénieur, tu peux être un bon expert avec la langue française. Donc, plus nous dénichons nos choses, il est important que les écoles travaillent avec, comme l'IAEC est en train de le faire, pour que les possibilités d'alternance soient vraiment quelque chose de pérenne, parce que nous en avons besoin. Voilà, c'est mon mot. Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission, s'ils devraient prendre des informations spécifiques et garder pour eux, que leur direz-vous et aussi un mot de fin? Alors, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Et je dirais tout simplement que le problème de chômage n'est pas venu du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça a pris du temps. Ce sont des lacunes que nous avons laissées et qui nous rattrapent, au fait. Donc, pour trouver une solution, ça ne sera pas aussi automatique. Ça sera également progressive. Des solutions que nous envisageons doivent être pérennes. Des pistes de solutions de l'État, des privés et autres doivent être applicables à long terme. Ainsi, il est important aujourd'hui pour chaque parent d'aller vers des diplômes plus pratiques, comme des licences professionnelles, comme des certifications, comme des filières où l'employabilité est plus élevée en termes de métiers porteurs. Et pour cela, il faut se faire accompagner en orientation pour déceler dans votre enfant la capacité de faire telle filière ou telle autre filière, la capacité de s'insérer facilement ou ne pas pouvoir s'insérer.
de pouvoir créer son propre emploi ou non. Voilà. Maintenant, il y a aussi le côté gouvernement, le côté État. C'est également, je sais, comme je l'ai dit, il y a des politiques que beaucoup de pays utilisent, notre pays également, notamment le fait de promouvoir, disons, travaux publics ou d'initier où tout le monde travaille, on le fait déjà, d'accompagner les jeunes porteurs d'idées en les finançant, ça se fait. De réellement accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises pour développer les compétences, mais ça ne se fait pas assez. Il faut aller au-delà. Et pour finir, il faut une bonne gouvernance. Parce que c'est à travers cela que la capacité de chacun puisse se faire voir réellement. Je vous remercie. Merci à vous. Et Monsieur Messi, votre mot de la fin? Bon, moi, mon mot de fin, c'est peut-être un parallèle que je vais faire. Je me dis, aujourd'hui, si vous définissez les activités qui se créent le plus dans nos sociétés, j'en connais une, l'Église. Oui, l'Église, ça, c'est prolifique. Mais moi, je me demande, l'Église, c'est quoi? Je suis un super chrétien, j'adore Dieu. Mais cette prolifération évangélique, mais ça détruit la motivation de nos êtres. Les églises sont devenues, je ne sais pas, si nous pouvons avoir, je ne sais pas, une envie de réussir à la dimension des créations des églises, mais vous allez voir que notre société va... Il y a un peu un bousculement. Oui. Moi, les grands diplômés sont des pasteurs. Et ils sont sous la charge de quelqu'un qui n'a pas reçu même un diplôme de leur niveau. Je pense que tout dépend de nous-mêmes. Il faudra que nous réussissions. Oui, il faudra que nous réussissions. Nos sociétés sont en train d'être inondées par des églises. Mais je ne suis pas trop sûr que l'église a créé un emploi. Je ne suis pas trop sûr. Donc, moi, je ne vais pas dénoncer, mais j'apporte juste une sonnette d'alarme. Que nos valeurs n'aillent pas ramasser des miracles. Ça ne se crée pas. Il faut une envie. Vous savez, nous avons des basserons, nous avons des terrains, nous avons plein de choses. Créons-nous des envies. L'Église est en train de phagocyter vraiment l'élite. Et vous voyez, un grand cadre, il quitte son bureau, il va à l'église. Ben, écoute, donc il promeut plus l'expansion de l'église que l'expansion de sa tâche. Je ne suis pas contre l'évangile, c'est super. Mais je me dis, nos aptitudes doivent être révélées. Ça doit être notre évangile. Oui, que la propension des églises, je dis, est en train de rendre beaucoup de fainéantisme au niveau des jeunes, au niveau des universités même. Ça nous détruit sérieusement. Alors moi, c'est mon mot d'appel. Vous risquez peut-être d'avoir un petit problème avec tous ces prélats, ces pasteurs et tout, juste pour rire. Vous avez tout compris, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, venez nous le dire. Et certainement que nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si tu vois une église à 5000 personnes, je suis totalement